Bonjour Vincent, Bonjour Jeanne. et merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien avec moi sur ma chaîne YouTube. C'est un grand honneur pour moi de te rencontrer et on discutait à l'instant de comment tu te définissais et tu me disais que tu te définissais ni comme musicien de jazz, ni comme musicien de pop, certainement pas comme musicien classique, tu étais tout à la fois. Donc c'est un grand plaisir et un honneur pour moi de parler de tout ça avec toi aujourd'hui. Ma première question, elle est toute simple. Comment as-tu découvert la musique? Comment as-tu découvert le violoncelle? J'ai découvert la musique grâce à mes parents qui adoraient écouter de la musique. Il y avait toujours de la musique à la maison qui était essentiellement, on ne peut pas le voir ici dans la pièce, mais je suis rempli de disques. Mais il y avait énormément, mon père avait énormément de disques. Donc tout petit, je me souviens que j'avais le Sacre du Printemps, qui était un des premiers disques que j'ai eu moi-même. J'avais un manche-disque. Et en fait, j'allais au concert quasiment toutes les semaines depuis que je suis né, en fait. Et j'ai pas souvenir d'avoir vécu sans musique depuis ma naissance. Et il se trouve que j'ai eu la chance d'aller par hasard en classe horaire aménagée, au début des classes horaires aménagées, justement parce que quand j'étais petit à la maternelle, j'aimais tellement la musique que je faisais des petits instruments en jouets. Je faisais des flûtes de pan avec des capuchons de stylo. J'avais été voir un concert de flûte de pan, ça me plaisait. Donc j'avais pris un élastique et j'avais entouré les capuchons. Puis j'avais mis de la pâte à modeler dedans, enfin j'avais fait tout un truc. Et ça a énervé vraiment ma professeure parce que j'arrêtais pas de siffler dedans, ça fait comme ça pendant des heures. Et un jour, il y a eu des gens qui sont venus en disant voilà, on a besoin d'enfants qui sont sensibles à la musique pour expérimenter des classes à horaires aménagés. Et donc je suis arrivé dès la primaire en horaires aménagés. C'était extraordinaire. Et je n'ai pas choisi le violoncelle, j'ai choisi le professeur de violoncelle. C'est-à-dire, même si il y avait quand même dans ma famille, mon grand-père avait joué du violoncelle et assez bien, mais j'aurais pu jouer du violon ou du piano, enfin n'importe quel instrument, j'adorais tous les instruments. Franchement, j'adorais tous les instruments, il n'y a pas un instrument que j'aime pas. Enfin, pour moi, c'est vraiment. J'ai pas ce truc de dire oui, cet instrument m'a. Et surtout pas le violoncelle en plus. Enfin, j'adore les instruments à vent, j'adore la voix, j'adore le chant, j'adore. Mais tous les camarades qui étaient plus âgés, par exemple, quand j'avais sauté une classe, donc j'étais en CE1 et on devait commencer l'instrument, je pense, en CE2 ou CE1, je me souviens plus. Et j'ai demandé à des plus grands qui est le prof le plus sympa. Ils m'ont dit va chez Pierre Pénassou, il fait des fêtes à la fin de l'année et il y a toujours plein de bonbons et tout ça. Enfin, et donc le directeur qui était Jacques Murgier, qui était un grand violoniste, très grand violoniste, un type un peu, c'était les conservatoires, son bureau, c'était pas du tout les bureaux comme tu vois maintenant, c'était des bureaux avec de la moquette vert Bordeaux, enfin vert bouteille. Et il y avait un piano à queue, il y avait un grand bureau en bois, il était toujours en cravate. C'était un temps qui n'existe plus. Et je me souviens, il disait tu vas faire du violon. Il m'avait testé, il avait demandé plein de trucs, et puis j'ai dit non, non, je vais faire la classe de violoncelle. Il était encore, parce que presque tout le monde demandait à faire du violoncelle, je crois. Il y avait violoncelle et trombone, c'était les deux professeurs fétiches de Reims, je venais de Champagne. Et Pierre Pénassot était un grand violoncelliste de quatuor parénin. Il a formé beaucoup de chambristes ou de musiciens d'orchestre. Et comme mes autres professeurs d'ailleurs qui ont suivi au CNSM et tout, c'est des gens auxquels je pense beaucoup maintenant, ils sont disparus, enfin, ils sont morts, mais ils sont toujours présents, très présents avec moi. Il n'y a pas un jour où je pense pas à eux. Et lui en particulier, enfin, on a toujours fait beaucoup plus de musique de chambre que de. C'était pas un grand professeur techniquement. J'ai pas de souvenir de lui me montrant des choses de position ou de technique ou de tenue ou de. Premier cours, il a cassé mon archet, je me souviens de ça. Il a marché dessus sans faire parce que moi je trouvais que c'était lourd. Donc il traînait au sol et donc j'ai pleuré. Mon premier cours, j'ai pleuré en fait parce que je me suis dit merde, je vais me faire engueuler par mes parents. Et en fait, c'est le seul geste il n'a pas fait exprès. Hein. Il a marché dessus, il était assez imposant, il était assez rond et tout. Et tout était sur le son et la musique et il jouait énormément. Il jouait tout le temps en fait. Il prenait ton instrument, ton demi, il jouait. Et il avait un son. Quand on parle de lui avec des anciens camarades ou des gens qu'il connaissait comme chambriste, il pense à son son de violoncelle. Et puis il a créé beaucoup d'œuvres contemporaines. Il a créé
Nomos Alpha en France, de Xenakis. Il était très ami avec Xenakis, très ami avec Dutilleux, très ami avec tout le monde. J'ai des souvenirs de lui avec Dutilleux quand j'étais plus grand et que je jouais. Et souvent, il venait nous voir et tout. Enfin, c'était... il n'avait pas un côté... il était un peu atypique quand même. C'était peut-être pour ces raisons-là, justement, c'était pas un enseignant qui avait des méthodes très spectaculaires. Du coup, j'avais pas mal de... Quand je suis rentré au CNSM à Lyon, j'étais dans la même promotion que Jean Guéhen et Anne Gastinel. Enfin, Jean Guéhen était un an avant nous, mais on était Jean Guéhen, Anne Gastinel et moi, et d'autres camarades, mais c'était eux que je continuais à voir, enfin, qui m'ont quand même... Et eux, c'était des prodiges de technique et tout, et moi, j'étais arrivé, c'était un peu à l'esbrouffe quand même. Tout était un peu, ça vient comme ça. Mais j'aimais bien la musique, donc j'arrivais à compenser. Mais au bout d'un moment, il a fallu que je me mette à travailler moi-même et trouver des trucs pour arriver à être plus solide. Plus solide dans la réalisation. Du coup, au CNSM de Lyon, c'était qui tes professeurs? Reine Flachot, puis Jean Deplace. Reine Flachot, parce qu'au bout d'un an, elle m'a dit écoute, j'en veux plus, mon petit lapin. Elle disait toujours mon petit lapin. J'aimais beaucoup, mais je suis rentré à 16 ans. Et c'était mes années d'adolescence. Et dès que quelqu'un, j'avais un esprit de contradiction et puis de refus de... C'est marrant, je parle à mon fils qui était un peu comme ça et je lui ai reproché, mais en fait, rétrospectivement, je vois que j'étais à peu près pareil. À l'adolescence, j'avais un truc, dès qu'on me demandait des choses très rébarbatives, je refusais. Enfin, et elle m'a dit, va chez Deplace, j'étais prof d'Anne. Jean Guéhen était chez Reine Flachot. Et je suis allé chez Jean Deplace en deuxième année, donc, avec qui je me suis super bien entendu, mais je me suis super bien entendu parce qu'il était comme M. Pénassou, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était dans la musique, qui me laissait super libre avec mes défauts. De temps en temps, il me disait attention, ça, il y a un truc qui va pas, mais dans ce qu'il entendait, mais il voyait. Et c'était. Et en fait, maintenant, elle est décédée, mais Reine, si tu m'entends au ciel, je suis vraiment désolé. Et j'ai quand même beaucoup appris avec toi, parce qu'après, j'ai repris des choses qu'elle me montrait, mais bien plus tard, peut-être 15 ans après, en disant ah, mais finalement, c'était intéressant ce qu'elle disait sur ça, ou ça, ou ça. Parce que c'est elle qui t'a dit en fait que ça marchait pas avec elle, parce que tu faisais pas ce qu'elle voulait, c'est ça? Oui, et puis surtout, elle voulait que ça soit elle voulait que je mémorise des doigtés, je changeais tout le temps de doigté, je faisais toujours comme ça venait, des choses un peu comme ça. J'écrivais jamais de coups d'archet. Enfin, Ah oui, d'accord. je déteste. Ah, par contre, Rennes, je reste sur ça. Je déteste les gens qui disent c'est comme ça qu'on fait le style, c'est dans le style d'un tel et un tel. Je récuse. C'est-à-dire que mon expérience de musicien fait que je suis incapable de jouer comme des gens qui étaient mes aînés de 20 ans. C'est-à-dire pour moi, l'idée de pouvoir jouer comme on jouait à l'époque de Couperin ou de Bach ou même de Charlie Parker pour les jazzman, c'est impossible parce que ça correspond à une époque, à une façon sociale. C'est un peu comme s'habiller ou manger, la cuisine, des choses comme ça, c'est des époques. Donc j'adore interpréter des œuvres anciennes, mais je les interprète toujours comme je les sens moi, et je me fous de savoir si c'est comme ça qu'on jouait à l'époque. Par contre, j'adore les gens qui essaient de le faire, et des fois ça me plaît, des fois ça me plaît pas. Mais je suis pas du tout sur le truc de... on a regardé des traités d'époque, et c'est comme ça que les gens... Si on regarde les partitions, n'importe quel traité de n'importe quelle époque, c'est pas ça qui va faire qu'on va jouer comme... Puis il n'y a pas une manière de jouer, et je pense que si par exemple Bach, il entendait comment on jouait sa musique aujourd'hui, et même si les gens disent qu'on joue avec des instruments d'époque, il rigolerait, parce que si on entendait Bach jouer, on serait complètement subjugué, parce qu'on ne peut pas savoir comment... Déjà, moi je collectionne les 78 tours, donc j'ai des versions par exemple de Chopin, de pianistes qui étaient de l'époque à peu près, qui ont presque connu Chopin, et déjà ça n'a rien à voir à comment on joue maintenant, c'est pas les mêmes pianos, c'est pas la même façon de sonner et tout, donc oublions ça, je pense. Et ça, elle était dure sur ça, parce que des fois elle m'imposait des trucs en disant voilà c'est comme ça qu'on fait et tout, mais elle était gentille. Je me souviens une fois elle m'avait quand même dit un truc du genre dans une pièce longue de Schumann, elle m'avait dit ah ouais, j'arrivais à la faire un peu pleurer quand même, mais pas sur les épreuves, pas sur les morceaux rapides en tout cas, ça c'est sûr, parce que c'était trop sale pour elle. Ouais. Et donc à cette époque, ton répertoire était principalement classique ou t'avais... Ah non, non, Ah oui, j'avais une vie parallèle. Ah, ok. J'ai toujours eu une vie parallèle depuis que j'ai commencé le violoncelle en fait. J'avais une vie qui était liée à ma famille, à mes amis de l'école qui n'étaient pas en horaire aménagé, parce que j'avais beaucoup d'amis. On était en classe horaire aménagé, mais tu vois, au collège ou au lycée, il y avait
Il y avait des gens qui adoraient la musique, mais qui n'étaient pas dans l'aménager. Et beaucoup de mes amis étaient dans ces classes-là, et donc je parlais avec eux de musique populaire, enfin de ce qu'ils écoutaient, de hit parade, de choses comme ça. J'ai toujours eu avec le violoncelle que je considérais comme un outil, mais comme sans être fétichiste, mais c'était quand même un compagnon. Enfin, ça reste quelque chose. Mais d'ailleurs, ma femme qui fait de l'artisanat, elle a ce rapport-là avec ses outils. Il y a quand même un truc enfin, on les aime, on les chérit, quoi. Enfin, et donc, c'était vraiment. Je passais du temps avec, mais je faisais avec d'autres choses des choses que j'apprenais, que je trouvais tout seul, quoi. Mais à l'époque, je me projetais pas professionnellement dans ce que je faisais à la maison tout seul, mais il se trouve que professionnellement, c'est plus ça qui m'a fait travailler que le violoncelle classique. C'est drôle. Donc tu improvisais déjà seul ou avec des inspirations? Première chose que j'ai essayé de faire, c'était des trucs un peu comme des trucs comme ça, tu vois, ou alors des trucs comme ça, ou alors ça, j'avais trouvé ça tout seul, j'étais là, je regardais les guitaristes, j'étais là, ah mais ça marche bien au violoncelle, je vais faire comme ça. Et puis dès que j'entendais un truc qui me plaisait au cinéma ou des choses comme ça, j'essayais d'imaginer les sons avec le violoncelle. Donc ça, à l'archet, ça donnait un certain style, il y avait des choses qui m'intriguaient, et effectivement j'aimais bien le côté de l'harmonie et des accords, et il y avait des musiques qui me plaisaient énormément, enfin évidemment le jazz, les musiques du monde, donc, musique d'Afrique du Nord, musique d'Afrique. On écoutait beaucoup de musique indienne à la maison aussi. Et puis des choses de l'Est qui étaient... la moitié de ma famille vient d'Afrique du Nord, l'autre moitié vient d'Europe centrale. Et donc c'est vrai que tout ce qui était du répertoire d'Europe centrale, violonistiquement, ça m'a toujours attiré, quoi. C'est-à-dire que j'adorais aussi les hi-fest, tout ça, pour la manière dont ils avaient de jouer. Et donc j'ai trouvé tous ces trucs... par exemple, sur les PIDS, mon prof de violoncelle, il était hyper cool avec ça, parce qu'il adorait les PIDS. Donc lui, il avait remarqué que j'étais hyper... Je me souviens par exemple dans Ravel, parce que lui, il jouait... Et moi, je faisais... Et après, tu vois, j'étais là prêt à jouer avec l'archet, ça les tuait, ça. Et en fait, les premières fois où j'ai fait des choses, par exemple, ça, c'est pas venu tout de suite, hein, mais moi j'étais capable de faire des trucs, par exemple, tu vois, j'étais là. Et là, mes copains, ils étaient verts, quoi, parce qu'ils n'arrivaient pas à aller aussi vite en piste. Et surtout, j'avais l'archet dans la main, donc j'étais déjà prêt, alors qu'ils étaient obligés de reprendre leur archet et tout. C'est des trucs comme ça. Quand j'avais 15 ans, en fait, j'étais obsédé par ce qu'on appelait le funk. Toi, t'étais à New York, donc t'as connu un peu ça. Et donc, moi, j'étais obsédé par des trucs comme, par exemple... Chercher des heures là. J'avais un copain qui s'appelle Edgar Meyer, que j'ai connu à Banff, au Canada, où j'étais au pensionnaire pendant un an. Et lui, il m'a appris à faire, tu vois, les harmonies comme ça, des choses. Ces trucs-là, c'est lui qui m'a montré ça, Edgar. Wow. Et en fait, lui, il joue avec Yo-Yo Ma, tout ça, c'est un grand contrebassiste. Mais à l'époque, quand je l'ai vu jouer, j'étais hyper impressionné. Il y a eu énormément de choses que j'ai appris comme ça, dans la rue, en voyant des guitaristes jouer. J'adorais la musique brésilienne. Donc tout de suite, il fallait que je comprenne. Après, j'ai eu la chance de voyager au Brésil avec Nana Vasconcelos, avec des musiciens. Mais au début, j'étais à Reims. Et moi, j'étais là. Comment on fait Je me souviens, je passais des heures à essayer de comprendre comment quelqu'un fait... des choses comme ça, c'était comme ça, ou alors je voyais la salsa, j'étais là. Je voulais comprendre comment le pianiste jouait de la salsa, donc j'ai essayé de le faire au violoncelle. C'est comme ça que j'ai travaillé. Quand je voyais du reggae, ben, j'étais là, j'essayais, pareil, à l'époque, par exemple,
j'imitais du Marley, quoi, Bob Marley, juste comme ça. Donc je travaillais avec mon violoncelle. Et j'ai passé beaucoup plus d'heures à faire ça que de travailler Même si j'adorais travailler le répertoire, mais j'avais pas la même attention. Il n'y avait pas le même enjeu pour moi. Et c'était peut-être parce que j'avais besoin de communiquer avec le reste de mes amis qui n'étaient pas sensibles spécialement aux suites de Bach toute la journée, quoi. Mais j'ai travaillé, j'adore la musique classique, j'en joue tout. Mais mon moyen de communiquer avec les gens de ma génération qui n'étaient pas des musiciens, c'était plus d'arriver avec mon... Mais je le faisais avec mon violoncelle, mais c'est marrant, je parle de ça des fois avec des amis qui jouent les instruments comme Vincent Perrani qui joue de l'accordéon. On n'avait pas l'impression de jouer les instruments désuétude, mais ça l'était. C'est-à-dire que tu faisais du rock avec un violoncelle, pour des rockers, ça n'avait aucun intérêt. Ils voulaient que je joue de la guitare. D'ailleurs, j'ai joué de la guitare et de la basse pour faire comme tout le monde. Mais moi, quand je prenais le violoncelle, j'avais pas l'impression que c'était désuet, quoi. Enfin, je le faisais parce que j'aimais. Et il se trouve qu'après, ça m'a servi puisque les gens disaient ouais, moi, je préfère quand tu le fais au violoncelle que quand c'est avec une guitare. Donc, ils m'ont appelé pour le faire. Mais à la base, j'avais pas ce sentiment d'être une antiquité, quoi. Par rapport au monde du rock où tu voyais des mecs avec des instruments qui sont maintenant des instruments antiques, puisque par rapport à l'électronique, tout devient... Mais à l'époque, quand tu venais avec un violoncelle, les gens ils me disaient ouais, tu vas faire une balade. Ou... Je me souviens, les jazzman, quand ils voyaient un violoncelle, ils voulaient que je fasse les cordes de Sinatra, quoi. C'était pas... Ça leur faisait plaisir. Et j'aime bien, j'adore la musique... Enfin, Nina Simone avec des cordes derrière, j'adore, ça me gêne pas. Alors, pour certains copains, il peut y avoir un côté un peu supermarché, d'avoir des cordes derrière un jazzman, mais moi j'ai toujours aimé ça, ça m'a jamais dérangé, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres violoncellistes qui existaient Toujours. Ouais, d'accord. C'est ça que j'adore. J'ai plusieurs souvenirs sur ça. Déjà Vincent Courtois, quand on avait une vingtaine d'années, il savait que j'étais là et je savais qu'il jouait et j'adorais parce qu'on n'a pas ce truc d'école. Tous ces violoncellistes, c'était vraiment des gens qui avaient un parcours très différent et en même temps qui avaient une façon de faire les choses qui était très originale. Parce qu'on était isolés un peu. Mais, par exemple, j'en ai beaucoup parlé après parce que j'ai eu la chance de travailler. J'ai produit le dernier disque de Georges Moustaki avant qu'il meure. Et donc, avec Georges, on parlait beaucoup de Jean-Charles Capon, qui est un violoncelliste qui a joué avec Richard Iannano, qui était quelqu'un de vraiment étonnant. J'ai connu aussi, il est mort aussi, Denis Van Eyck, belge, qui jouait avec Jacques Higelin, qui était très excentrique. Et c'est des gens, quand je les rencontrais, ils me connaissaient déjà un peu, mais ils étaient hyper gentils. Et moi, je les adorais parce qu'ils avaient encore des parcours mais hyper différents du mien. Ils avaient beaucoup moins étudié la musique classique. Tu voyais tout de suite. Moi, je voyais. Ils avaient des espèces de façons de jouer qui étaient pas du tout scolaires et ils n'auraient pas pu franchement jouer une sonate de Beethoven, impossible. Mais par contre, ils avaient une façon de jouer derrière des chanteurs qui était très intéressante. Et alors après, il y a des événements, par exemple, à l'époque, j'étais beaucoup avec des graffeurs dans le mouvement hip-hop, tout ça, dans les années 80, et j'habitais Pigalle. Et un copain qui était un b-boy, on disait ça à l'époque, un danseur de breakdance qui faisait la manche, il me dit ouais, je viens de danser, mais il y a un mec qui est en train de faire la manche avec un violoncelle et il fait ce que tu fais, mais 10 fois mieux. Alors j'étais là, mais ça doit pas être un violoncelle. Il dit non, il slappe avec son violoncelle, il me dit il slappe avec son violoncelle. Tu vois ce que c'est le slap? Donc c'était vraiment une technique, tu vois, tu joues avec le pouce comme ça. Et le mec était là, il fait des trucs de fou. Et en fait, j'arrive, et franchement, il était comme ça avec son archet, il était là. Des trucs terribles comme ça, rythmiques, et les mecs dansaient sur ça, et c'était. Il s'appelle Rufus Cappadocci, il vit à New York maintenant, il faisait le tour d'Europe à l'époque. Comme son nom l'indique, Cappadoce, il avait des origines turques très lointaines, mais il parlait toutes les langues, je me souviens, il était très excentrique. Tout de suite, je l'invitais à la maison, on a passé plusieurs jours à jammer et tout. Et à chaque fois que je tourne aux États-Unis, je l'appelle ou on se voit. Et c'est comme ça qu'il y avait une émulation, parce que là, ce que je te fais, cette espèce de technique, la première personne que j'ai vu le faire, c'était lui, quoi. Wow. Et donc, après, on s'enfermait et j'essayais de refaire ce qu'il faisait. Et tout seul, avec lui, on échangeait des choses. Moi, je lui montrais des trucs de piste, et puis... Mais... lui, Rufus, par exemple, je garde toujours un souvenir émerveillé de mon arrivée. Il faisait la manche, quoi. Donc, et
Il avait une technique. Et j'ai ressenti la même chose un jour, il y a quelques années, où il y avait une rencontre de violoncellistes à Cologne, un festival mondial. Il m'avait invité pour faire une classe et jouer avec Balaké pour la radio à Cologne. Il y a ce type qui s'appelle Rushad Eggleton ou Eggleston, je sais pas si tu connais. Je vois un petit elfe, habillé un peu comme Robin des Bois. Il est très dans la tendance New Age, un peu vegan et tout. Le type, il y avait tous les étudiants allemands, des petits violoncellistes classiques, mais très bons et tout. Il les a rendus. Il avait une technique d'archet dans ce style-là très, très dynamique, exceptionnelle. Et en plus, il fait des acrobaties avec son violoncelle. Il était capable de monter sur les fauteuils en équilibre avec son violoncelle, continuer à jouer, enfin des choses hallucinantes. Rushad Eggleston, je crois. Et en fait, pareil, il y avait autant du cirque que du violoncelle, mais il improvisait très bien. C'était très beau. Bah, c'est ce qui me plaît, quoi. C'est-à-dire, j'adore. Quand tu fais des musiques qui sont liées à la musique populaire, c'est très important le rythme, la danse. Donc ça peut être à l'archet, c'est-à-dire évidemment il peut y avoir des choses d'arriver parce que souvent au violoncelle, les gens ils ont toujours tendance à faire à peu près les mêmes coups d'archet, les mêmes rythmes. Et si tu fais des mesures spéciales ou des musiques populaires, tu dois jouer les sets et il faut que tu accompagnes un chanteur. Donc tu peux pas tout le temps être là à faire un violoncelle très, très linéaire. Tu as besoin d'avoir... jouer à 7, tu vois, si c'est un truc de musique folklorique, ou si je fais... faut que ça soit tout de suite rythmique. Et ça, c'est important d'avoir ces techniques d'archet pour arriver à... Et ça s'apprend pas vraiment dans un parcours classique, mais il y a quand même des clés. C'est-à-dire, si tu veux jouer du Bartók ou des choses comme ça, il faut pouvoir maîtriser ces formes de jeu. Et les pids, c'était pareil pour moi. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à jouer avec des musiciens africains, brésiliens, il fallait que je comprenne comment ils font. C'est-à-dire, par exemple, si tu as une espèce de samba que tu vas faire... Ces trucs-là, il faut... Et ça vient d'espèces de rigueur de rythmicien. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais un pianiste ou un batteur. Il faut qu'avec ton violoncelle, tu puisses faire le métier pour qu'une chanteuse, elle chante derrière. Ça peut être quelqu'un de romantique comme était Lassa, ou ça peut être quelqu'un comme Sting. Il veut que derrière, tu aies du tempo, quoi. Il veut pas que César Évora, pareil, elle veut que tu joues romantique avec le violoncelle, mais quand tu t'arrêtes avec l'archet, il faut que ça s'arrête exactement avec la danse. Ça peut pas être un violoncelle qui flotte romantique. Il faut que ça soit très... Donc c'est ça que j'ai appris beaucoup dans ce parcours d'accompagnateur, en fait. Parce que j'ai beaucoup plus accompagné les chanteurs que jouer de la musique... mes musiques personnelles, c'était d'autres projets comme Bomcello avec le violoncelle électrique ou des choses comme ça. Mais c'est venu d'abord d'accompagner les chanteurs. Okay. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis alors après, quand on parle de musique populaire, par exemple du Venezuela, des choses comme ça, c'est un autre jeu au violoncelle. Par exemple, tu dois faire, je sais pas moi, des trucs comme... ou alors... Ça, tous ces trucs-là, c'est des trucs que j'ai appris en voyageant. Je regarde les gens et je me dis, tiens, il fait comment ça ? Ça marche avec le violoncelle, je le fais. Si ça marche pas, j'arrête. Okay. Enfin, si je vois que ça donne pas grand-chose, mais tous ces trucs-là, ça sert en fait. Les techniques d'archet, par exemple, je me suis aussi beaucoup intéressé à... Parce qu'en fait, quand j'écoute les oiseaux le matin, j'entends un merle l'été, tu vois, vers 5h du matin, et je me dis, tout ce qu'il fait entre chaque note, c'est inimitable. C'est-à-dire, c'est des virtuoses. C'est-à-dire. Et après, j'écoute des musiciens indiens ou des musiciens des fiddles irlandais, et je me dis, waouh, ou en Iran, je me dis, il y a énormément de choses sur une note, et donc c'est ça que j'ai beaucoup travaillé aussi. C'est-à-dire pas jouer que, par exemple, si je joue un si bémol, mais souvent je dis aux élèves, regarde, tu peux choisir de vibrer après, et après tu peux faire des enregistrements.
C'est ça qui m'intéressait. Donc j'ai travaillé énormément ça, c'est-à-dire et sans compter les quarts de ton, les modes. Ça m'a... Wow. Parce que je me dis, il y a plein de manières de jouer dans le monde et c'est intéressant même si tu les maîtrises pas totalement, de comprendre comment ça fonctionne, quoi, de se dire, waouh, comment ils font ça. Et en fait, de voyager, ça me sert encore énormément sur ça. J'adore aller au Rajasthan, écouter des joueurs de sarangi, des choses comme ça. Je trouve que quand on joue des cordes, moi je joue pas de cordes en boyau, mais si je jouais des cordes en boyau, j'irais les écouter parce qu'eux, ils arrivent à jouer un son où on les entend à 4 rues. Ils font eux-mêmes leurs cordes, ils ont des techniques parce qu'eux, ils n'ont jamais arrêté de faire leurs cordes, contrairement à nous. Et du coup, tout ça, ça m'inspire encore énormément. Tu vois, il y a un portrait, enfin, les gens ne voient pas, mais enfin, tous les instruments folkloriques m'intéressent. Pour le violoncelle. Wow. Voilà. Et est-ce que parfois tu t'accordes différemment pour, par exemple, des modes indiens Non, pour Kodály. Ah oui, mais la sonate pour violoncelle c'est le seul moment où je le fais. J'ai fait des fois avec l'électrique, je m'amuse à faire des accords open où j'accorde par exemple do sol, comme ils font en Inde. Ça, je le fais avec l'électrique parce qu'avec l'électrique, il n'y a pas de problème comme c'est un solid body, j'ai pas de problème de déplacement d'âme et de choses comme ça. Mais sinon, franchement, même pour Bach, je les accorde pas. Ah oui? Ouais. Ah ok. Je suis un flemmard. Comme je les ai travaillés à l'époque, le premier prof qui m'a fait travailler la 5e, je ne travaillais pas à les accorder. Et en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne m'intéresse pas au style et tout ça. Et donc, ça m'amuse de les Fournier, j'adore Pierre Fournier. Il jouait normal et en fait, je sais que Rostropovitch, il était admiratif du son de Fournier et moi, je suis toujours impressionné. C'est-à-dire que quand il surgit, il y a des graves incroyables, quoi. Et il y avait une espèce d'indépendance de style qui me plaît énormément. C'est-à-dire que on dit que c'est très classique et en fait, il joue très simple. Et j'adore, par exemple, Anne Gastinel, j'adore parce qu'elle joue toujours très simple aussi. Ouais. C'est quelque chose que j'adore chez elle. C'est une espèce juste de jouer, c'est comme pas trop maniéré, quoi. J'ai tendance, comme j'aime bien les musiciens folkloriques parce qu'eux, ils ont des manières, mais elles sont tellement appropriées que c'est un peu comme des plats mexicains ou des plats indiens. Ça fait partie du truc et donc ça, j'adore ça. Mais sinon, dans le cinéma ou la littérature, j'aime bien les choses très simples. J'adore Kundera, des gens qui écrivent en répétant les mêmes mots, enfin des choses un peu... Voilà. Et donc là, tu continues à poursuivre quand même un parcours classique en parallèle de ta vie, ta deuxième vie, comment t'as dit, ta vie parallèle, c'est ça que t'as dit ? Et c'est vrai, mais qui est juste pour l'étude. Par exemple, c'est vrai que je donne des cours dit de jazz, mais on ne fait pas que du jazz, à des élèves qui ne sont pas des violoncellistes spécialement. Je peux avoir des violoncellistes, mais j'ai des instruments, des guitaristes, des chanteurs. Mais par contre, avant, je fais des initiations de temps en temps avec des élèves qui sont en pôle sup, à la Courneuve et au Berlier. Et en fait, j'aime bien leur faire travailler des gammes comme moi, je travaille des gammes, moi, qui sont des gammes qui n'ont rien à voir avec ce que les gens font, quoi. Donc, je mets un tambour, j'allume ça, voilà. Et donc je change tous les jours, je change un demi-ton. Ensuite, donc au début déjà avant de faire les gammes, déjà je joue, j'improvise pendant au moins une demi-heure, juste avec un ré comme ça. Et donc je suis là. Ça peut durer des heures. Ça me permet de me chauffer. Et ensuite, alors je vais commencer les gammes. Et alors les gammes, c'est des gammes spéciales. Je mets un tempo et je choisis une signature de décalage rythmique. C'est-à-dire je vais faire des choses en 5, en 7, sur ça. Donc je ne vais jamais faire une gamme liée par 4. Là par exemple, si je fais rapidement, ça va faire... C'est-à-dire que je décale les accents. Moi, je compte toujours à 4. Mais par contre, dans ma tête, je joue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Donc je fais ça pendant des heures, ça m'amuse. Et en fait, c'est un très bon exercice parce que si tu veux improviser vraiment et être à l'aise, il faut pouvoir enchaîner des modes différents et des gammes différentes. Donc mon idée, j'ai fait ça quand j'avais 15-16 ans, c'était de pas jouer une seule gamme, mais c'est d'enchaîner des gammes parce que c'est ce que je vais faire quand je vais improviser. Donc pour être à l'aise. Et si tu fais pas ça, tu peux pas vraiment improviser parce que tu es paniqué, tu sais plus où t'es, tu sais plus. Et en fait, j'ai beaucoup aimé, j'ai eu la chance de pouvoir pas travailler avec Sharker, mais pouvoir le rencontrer de temps en temps à Bloomington, des choses comme ça. Et en fait, lui, il parle de connaissances géographiques du territoire. Et ça m'a beaucoup interpellé en fait quand ils étaient là. Reine Flachot, elle parlait de ça, mais en fait, Reine Flachot, elle me bloquait parce qu'elle me disait « Oui, tu comprends, tu fais pas bien le doigté de ça et de ça, de ça. » Et du coup, ça me mettait hors de moi. Alors qu'en fait, en plus, elle fumait énormément, elle m'appelait mon petit lapin. Moi, je l'admirais parce qu'en fait, c'était une courageuse, puisqu'à l'époque, quand on parle du patriarcat, maintenant, les gens, ils rigolent. Mais je peux témoigner de ce que c'était que une femme violoncelliste dans les années 50, soliste. À chaque fois, on te rabaissait. Alors elle jouait incroyable du violoncelle. Donc, c'était une guerrière. Donc, elle avait ce côté guerrière avec moi qui était adolescent et peut-être pas très confiant en moi. Donc, du coup, je lui rentrais dedans encore plus. Parce que je la comprenais. J'avais connu un prof garçon qui était très affectueux et très débonnaire un peu et jamais toujours gentil quoi. Et elle était pas agressive mais elle était dure. Mais cette dureté elle avait parce que c'est ce qu'elle avait reçu de ce monde d'hommes de l'époque, je pense vraiment. Et donc du coup maintenant, mais je pense qu'elle peut plus m'entendre, mais si elle m'entendait je serais là pardon madame. Parce qu'en fait j'ai un regret sur ça parce que j'étais vraiment parce que finalement peut-être si elle voyait mes gammes maintenant, elle serait contente. Elle dirait « Ah, mais il a compris maintenant. » Parce qu'à l'époque, ce que je fais là, j'étais incapable de le faire. Mais il me fallait une méthode à moi. C'est-à-dire pas une... Parce que là, en fait, ce que je fais quand je fais des doigtés spéciaux, mais qui sont des doigtés que je vais mémoriser facilement pour que dans une situation de jeu, j'ai même pas besoin de penser, quoi. J'ai travaillé pour arriver à faire des gammes chromatiques ou des gammes par ton, en sachant où je suis et je peux les transposer dans n'importe quel... Parce que souvent les chanteurs, ça je dis souvent aux violoncellistes, mais moi je suis habitué avec des chanteurs qui me disent ouais on va jouer le morceau demain un demi-ton en dessous ou un ton au-dessus. Ça m'arrive tout le temps avec les chanteurs, ça m'arrivait avec tous les chanteurs. Et si tu fais du violoncelle comme on t'apprend au conservatoire, tu peux pas transposer en temps réel, t'as tes cordes à vie, t'as tes trucs, et maintenant j'ai une tête qui est faite pour pouvoir le faire, mais ça m'a pris un certain temps de travail, quoi. Donc c'est comme ça que je fais les gammes, en fait. Et alors après, là, je le faisais par 7, mais si je fais... en fait, je peux faire la même chose. Je fais par exemple par 3-3-2, c'est un rythme universel de danse, c'est la tac, 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 tac. Après tu chantes. Etc. Tu vois, enfin je fais ça très tôt en fait. Hyper tôt. Mes voisins sont très gentils. Ah. Parce qu'ils entendent au-dessus et tout. Ils disent ah il est 6h30. Quand je suis là, mais je suis pas souvent là. Mais quand je suis là, c'est plus fort que moi, il faut que je travaille le matin. J'arrive pas à travailler l'après-midi, je fais rien moi. L'après-midi, en fait, je fais de la musique, mais d'une manière beaucoup plus molle, plus... J'ai besoin de lire des livres, de voir des expos, de faire autre chose. Mais le matin, je travaille la musique, c'est-à-dire j'apprends la musique, j'écris, si j'ai besoin d'écrire. Je suis pas compositeur, mais des fois je compose parce que faut bien que je joue des choses quand même. Mais par contre, la pratique du violoncelle, l'entretien du répertoire, je trouve que c'est super. C'est quelque chose que je peux à peu près jouer
beaucoup de choses du répertoire quand même. D'ailleurs, c'est ce que je trouve que les gens qui étudient, en fait, ils sont trop longs ils sont trop lents pour apprendre du répertoire. Si on parle de ton maître, Christophe Coin, ce que j'adore, c'est qu'il adore les partitions. Il adore découvrir des choses, chercher. Moi, j'aime bien ça. J'adore quand quelqu'un me montre quelque chose. Là, par exemple, une de mes révolutions, bon, maintenant tous les jeunes violoncellistes connaissent ça, mais de découvrir que les variations rococo, le premier violoncelliste qu'ils a créé, il a changé l'ordre, qu'il a viré une pièce. Je trouve ça incroyable, quoi. C'est tellement méchant par rapport à Tchaïkovski, qui est pour moi un des génies, quoi. Et de voir la vraie version de Tchaïkovski, je trouve ça tellement beau. Et moi, j'ai appris la mauvaise, en fait. Oui, comme beaucoup. Oui, et après des mystères, par exemple, se dire, c'est pas possible, Dvorak, il n'a pas pu écrire tous les trucs qu'il y a. Et en fait, évidemment, il travaillait avec des violoncellistes qui eux-mêmes faisaient des parties techniques, et après, il les réécrivait sur le concerto, parce que je me disais, mais c'est pas possible, comment il... Il y avait des concertos où ça m'interpellait, je me disais, mais c'est pas possible que... Oui, parce que ça sonne trop violoncelliste, pas assez... Ils étaient malins, ils travaillaient avec les bons violoncellistes de l'époque, qui leur disaient, ah bah regarde, tu peux faire ça comme accord. Et j'aime ça, j'adore Popper. Ah oui. J'adore Popper, je trouve que je trouve qu'il est très musical dans ses études. Enfin, c'est mes études préférées. Et d'ailleurs, c'est intéressant ton rapport à la partition, du coup, parce que tu fais beaucoup de musiques qui sont de tradition orale. Ouais. Comment tu gères... Parce qu'en général, on dit que les musiciens qui jouent beaucoup avec partition, ils ont plutôt du mal à improviser. Et puis je suis complètement d'accord. Les improvisateurs, ils sont bloqués avec une partition. Mais toi, du coup, tu navigues entre les deux. Ouais, j'adore les deux. Sans problème. Ouais. Un peu comme des langues. C'est pas la même partie du cerveau qui travaille. Comme je perds un peu la vue avec l'âge, je lis beaucoup moins qu'avant et je joue plus de mémoire. C'est-à-dire que même des œuvres classiques, certaines, je vais les apprendre un peu comme un musicien traditionnel. C'est-à-dire, ça m'arrive des fois de prendre un bout d'un truc de Mahler ou quelque chose du Schoenberg et de mettre une boucle de 2 minutes et dire ouais, je vais l'apprendre comme on apprend en musique traditionnelle. C'est-à-dire, tu lui mets une boucle et puis tu l'apprends sans la lire. Je le fais aussi. Tout ce qui est de tradition orale, je fais comme ça en fait. C'est-à-dire, où la personne est avec moi, et je vais faire bout à bout jusqu'à ce que... Et donc j'ai une bonne mémoire, donc j'arrive à aller assez vite. Et une fois que je sais pour quasiment ma vie, mais j'entretiens. Ça, j'en parle beaucoup aux jeunes élèves, je leur dis, entretenir ce que tu as appris dans la tradition orale, c'est très important. C'est-à-dire, si tu peux vite prendre... Et alors après, ce que j'aime bien, tu vas déformer un peu ce que tu as appris, mais finalement tu te l'appropries et des fois c'est pas plus mal, c'est assez beau. Enfin, tu as changé les choses légères. Si le musicien avec qui tu joues, ça le gêne pas, moi je préfère. Ça se déforme au fur et à mesure. Quand j'écoute des œuvres que j'ai composées moi, je les joue, comme je ne vais pas prendre une partition, des fois je les écris même pas. Je les ai appris, je les joue. Et après, au fur et à mesure des années, quand je réécoute la version originale, je suis là, mais ça n'a rien à voir. Enfin, et ça me plaît aussi. Par contre... pour le cinéma, parce que j'ai quand même beaucoup été musicien de studio, surtout pour Alexandre Desplat, mais pas seulement, mais pour d'autres compositeurs aussi, mais beaucoup avec Alexandre. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que tu dois arriver et tu dois déchiffrer, et ils sont très... tu peux pas recommencer souvent, quoi. Il faut vraiment bien déchiffrer. Oui. Ils sont... Et encore, moi, en général, je viens tout seul, parce que quand j'ai commencé, je faisais des sessions un peu avec d'orchestre, quand j'étais au conservatoire, des trucs comme ça. Mais après, on m'appelait pour faire des choses particulières au violoncelle tout seul. Et c'était des choses souvent avec l'électrique, mais pas seulement, mais où en fait, ils savaient que j'allais jouer dans mon style. Donc c'était différent, j'avais plus de manœuvres quand tu es dans un orchestre, où là, tu dois tracer. Mais du coup, j'aime bien déchiffrer, et j'aime bien la musique contemporaine aussi. Même si maintenant, je commence à avoir moins la patience des fois je vois les scores, je me dis comment... Par exemple, pour mon prix au conservatoire, j'avais joué Bernard Alois Zimmermann, la sonate pour violoncelle. Quand je regarde la partition maintenant, je me dis mais comment j'ai pu... Bon, je pense que je jouais vraiment pas hors texte, hein. Il y avait des trucs, c'était un peu limite, mais quand même, j'ai eu mon prix avec, parce qu'on jouait Pierrot Lunaire et que je trouvais que c'était pas assez contemporain. Comme c'était l'œuvre contemporaine, j'étais ah ouais, Pierrot Lunaire, c'est début du XXe siècle, on n'était pas nés et tout. Donc je voulais jouer quelque chose qui était plus des années 60. Et donc j'avais choisi Zimmermann. Et quand je regarde la partition maintenant, je serais bien incapable de la remonter parce que c'est vraiment du travail, quoi. C'est un peu la limite du truc, je trouve. Mais, enfin, j'ai des copains, Eric Maria, il
il prend ça, c'est comme, pour lui, c'est comme jouer une suite de Bach. Il va avoir la même attention, le même... Enfin, ça fait partie du... Là, c'est le point ultime de l'écriture, je trouve. C'est intéressant en même temps. Mais je pense que si j'étais jeune violoncelliste, alors, si je débutais, je ferais les deux en parallèle. C'est ça, là, ce que je conseille. C'est-à-dire de prendre son instrument. Souvent, il y avait, par exemple, Ernest Reijinger, qui est un grand improvisateur hollandais. Je ne sais pas si tu le connais. C'est vraiment quelqu'un de vraiment intéressant. Et lui, souvent, il dit, le matin, c'est un peu ce que je fais quand je mets mon drone, mais lui, il dit même pas ça. Il fait des trucs un peu comme ça. Il fait des noirs. Et il fait ce qui, comme ça, tombe au hasard. Et je trouve ça super, en fait. Il a raison. Il dit aux élèves, ouais, t'improvises, mais sans te poser de questions, tu joues des noirs. Après, tu peux choisir de jouer les triolets. Donc, tu fais... Comme ça vient, après, tu peux faire... Mais que des rythmes où c'est un espèce de climat de rythme. C'est-à-dire, ça peut être... Je trouve que c'est hyper bien de faire ça, parce que du coup, tu te poses pas de questions. Parce que souvent, j'ai remarqué quand des gens ne sont pas habitués à improviser, tout de suite, ça devient nébuleux. C'est-à-dire, ça devient un peu mou. C'est pas désagréable, mais au bout d'un moment, ça tombe. Et en fait, le fait de s'imposer des règles de jeu, c'est hyper bien, en fait. C'est-à-dire, par exemple, souvent, les violoncellistes, ils ont du mal à jouer... j'ai remarqué des choses comme, par exemple... moi, je faisais des technos quand j'étais petit pour apprendre à faire ça, c'est-à-dire arriver à rythmiquement faire plein de petits personnages et les tenir. C'est ça, improviser aussi. C'est pas seulement jouer les choses un peu comme ça vient. Non, il y a une règle de jeu et tu te dis, ouais, je dois garder cette rythmique et je dois improviser dessus. Ou faire un peu comme si tu fais par exemple des rythmiques de blues, c'est... Il y a une règle rythmique. Et tu peux improviser, mais il faut que ça tienne toujours le truc. Et ça, c'est vraiment les trucs par exemple, de rhythm and blues, c'est toujours des choses comme ça. C'est-à-dire que tu as une rythmique. Il faut qu'on entende la batterie. Pardon. Rythmique. Et ça, j'ai beaucoup travaillé, ça, énormément. Tout seul. Personne m'a dit, voilà, c'est comme ça que ça fait les accords. Alors, des fois, il y a des choses, je ne sais même pas ce que je joue, quoi. Des fois, ça m'arrive de demander à un guitariste, c'est quoi cet accord-là, déjà? C'est quoi ce mode? C'est quoi? Parce que le violoncelle est un instrument où tu peux faire beaucoup d'accords, beaucoup de rythmique, ça marche très bien. C'est pour ça que j'adore les œuvres comme Kodály, j'adore Bach. Parce que c'est des œuvres où il y a énormément d'harmonie dedans. Enfin, Bach, c'est hallucinant. Enfin, tu vois que le type, il entendait toute l'harmonie de tout ce qu'il faisait en temps réel pour n'importe quel instrument, comme ça, quoi. À un point, mais dingue, quoi. Ou Mozart. Enfin. Et j'ai jamais aimé les musiciens quand ils jouent juste des pièces. C'est-à-dire juste jouer la mélodie. Souvent, ils connaissent même pas l'accompagnement. Souvent, les petits, je leur dis, c'est hyper important que tu travailles ton écoute de la personne qui joue au piano avec toi, ou l'accompagnateur, si c'est un autre violoncelliste, si c'est ton professeur et tout. Tu dois connaître aussi bien la partie de l'autre que la tienne. Comme une règle de jeu, comme jouer aux cartes. Et ça, souvent, je trouve que les professeurs ne sont pas assez attentifs à ça. C'est-à-dire, l'écoute parallèle. Qu'est-ce qui se passe quand toi, tu joues, il y a une personne qui joue à côté. J'ai des amis... Ils sont extraordinaires sur ça. C'est-à-dire, j'ai des amis musiciens. Je me dis, putain, il a entendu ça, il a entendu ce petit détail-là, il a entendu cette chose-là. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que j'arrive pas. Et en plus, avec l'âge, je perds un peu d'acuité. Mais quand j'étais plus jeune, j'étais bon sur ça. C'est-à-dire, j'arrivais
entendre des choses en même temps que tu joues, tu sais ce que l'autre fait et tu te dis ah ben ouais je vais faire comme lui et tout de suite pouvoir jouer ce qu'il joue tout de suite. C'est-à-dire jouer la phrase, jouer. Et ça en solfège, j'avais des profs de solfège qui étaient assez bien sur ça, qui nous apprenaient pourtant c'était du solfège traditionnel, mais ils nous apprenaient à avoir une bonne oreille. J'ai toujours aimé les cours de solfège, moi. J'ai jamais eu de problème avec. Même des fois c'était des profs un peu moyens, mais j'ai toujours trouvé ça intéressant en fait. C'est comme un langage quoi, comme des maths. C'est un peu des maths, du solfège. Parce que les enfants, ils disent oui, j'aime bien faire du violoncelle, mais j'ai pas envie de faire du solfège. Je leur dis non, ça va avec. C'est plus important peut-être même parce qu'ils me disent oui, des fois je fais d'autres musiques, il n'y a pas de solfège, mais même dans c'est ce que disait Glenn Gould, mais dans n'importe quelle musique d'ascenseur, donc du rock, du disco, il y a du solfège. Enfin, tu peux pas. Si par exemple je fais ça c'est une compo que j'ai fait, une composition, donc c'est un peu disco, mais les accords c'est des accords spéciaux et la rythmique c'est si tu fais pas de solfège, tu peux pas le mettre en place, c'est impossible. Et donc au violoncelle aussi, je travaille beaucoup ça, c'est-à-dire parce que ça souvent les enfants ne font pas, c'est apprendre à faire des équivalences rythmiques, apprendre à faire vraiment 3 pour 2, 3 pour 4. 5, par exemple, ma basse, elle va faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais un sol aigu, mais le sol, il va faire 3 sur 5. Ça, c'est les choses. Alors, par exemple, je vais faire 5 et sur 3 et 5 sur 4. Il y a 4. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est très difficile, mais c'est très important. C'est de bien les connaître. Donc, toutes ces choses-là, en fait, c'est ça qui fait que ça enrichit ton discours, en fait. Et effectivement, c'est des choses. Tous mes copains violoncellistes, mes collègues, chacun travaille ce langage à sa manière. Même Eric, il fait ça, Maria Couturier. Enfin, on est tous à chercher des nouvelles choses, des nouvelles façons de faire. Des fois, Eric, il me montre des trucs en me disant mais non, là, tu fais comme ça. Et je trouve que c'est vraiment merveilleux. Après, effectivement, c'est pas ça qui va me faire jouer parfaitement un concerto de Haydn. Parce que ça, c'est encore autre chose. Mais c'est pas ce qui m'intéressait enfin, la restitution parfaite d'une œuvre classique, c'est pas ce qui m'intéressait. Après, le problème que j'ai eu, c'est de me dire comment je vais réussir à passer ma vie à faire de la musique si je fais pas ça, si je fais pas de musique classique. Et en fait, j'ai eu zéro problème. C'est une chance, hein, mais j'ai rencontré tout le temps des trucs. Comme je disais, au début, quand il a fallu parce que j'ai joué la musique classique, j'ai commencé à travailler à l'Opéra de Lyon, donc j'étais bien. Et puis après, quand j'ai démissionné, je me suis dit, ouais, il faut que je trouve des. Là, j'ai dû jouer dans la rue, faire des clubs de rock, des trucs. Enfin, rentrer. Je connaissais personne à Paris et après, personne dans le monde, donc c'est à force. Mais c'était un voyage vraiment intéressant, je trouvais, grâce au violoncelle. Je peux dire ça comme ça. On a commencé avec Mathieu, j'ai dit. Jouant dans des clubs où il y avait 30 personnes dans le public. Après, il y avait 100 personnes, après, il y avait 200, après, il y avait 500, après, il y avait 1000, après, il y avait 10 000. Wow. Après, on a fait des genre 3 Bercy, pour nous, c'était nouveau. Et il se trouve... Juste toi et lui? Non, au début, on n'était que 2. Après, il y avait Cyril Atef, qui est mon ami, avec qui on a Bombcello, le duo. Et là, on a joué beaucoup à 3. Après, on a joué avec Shalom, donc à 4. Et après la tournée King Nous 2, il y avait Sébastien Martel qui est venu en plus, à la guitare. Qui était un ami. J'ai connu Mathieu par Sébastien, donc c'est vraiment la famille. Et il se trouve qu'après, moi, j'étais fatigué des grosses scènes avec ce truc. J'étais tout le temps avec l'électrique, je jouais moins d'acoustique. Et donc, c'est marrant parce que souvent les gens ils disent ouais, il s'est séparé de son violoncelliste, j'ai vu ça, mais en fait, Mathieu, il sait très bien que j'ai arrêté parce que je voulais faire autre chose. Et après, j'ai enchaîné, j'ai eu la chance directement, quand j'ai arrêté, de partir avec Sting, en fait. Okay. Et là, j'ai enregistré l'album On the Winter's Night, où il marche dans la neige. Il m'a entendu jouer un jour où je faisais un opéra de Steve Naive au Châtelet.
il était invité à participer à l'opéra. Et 6 mois après, j'ai reçu un mail du management disant voilà, il est intéressé pour vous rencontrer chez lui. Et c'est comme ça, enfin, il y a eu plein de rencontres comme ça, mais Mathieu, effectivement, c'était hyper important parce qu'avec Mathieu, c'est la première personne qui m'a demandé de prendre un électrique parce que j'avais fait je faisais du hip-hop avant, j'ai toujours continué après, mais en Californie, à Oakland. Et j'avais un violoncelle électrique, parce que la compagnie qui faisait les violoncelles électriques, Zeta, était à Auckland. Et donc il m'avait laissé un violoncelle électrique. Et quand j'étais à Paris, je suis allé enregistrer le baptême à l'acoustique. Au début, je voulais pas, j'étais pas très chaud pour faire ce studio. J'étais là, ouais, bon. Et puis à la campagne avec lui, on s'est super bien entendu. Et il m'a dit, ouais, t'as un électrique. Et on a commencé à faire des choses. Et lui m'a montré comment. Il s'est dit, tiens, mais ça pourrait marcher cette pédale d'effet avec le violoncelle, ça. Donc on a commencé. Lui, c'est un très bon guitariste. Et franchement, tous les deux, on faisait un truc c'était assez dingue. Et là, j'ai pu à chaque concert, en plus, Mathieu, j'étais super libre. C'est-à-dire, chaque chanson, je pouvais faire ce que je voulais. De temps en temps, il me disait, tu peux jouer cette ligne-là ou ça. Mais globalement, on était hyper. Surtout quand on était tous les deux. Après, à trois aussi, on était hyper libre. Et donc, j'ai pu expérimenter plein de choses. Et des fois, je faisais avec l'électrique, on pourrait prendre l'électrique et là, ça pourrait être un autre film. Parce que c'était beaucoup de travail sur les effets, quoi, sur les... Après, ça m'a fait 10 ans avec Mathieu, du début vraiment jusqu'à je sais pas combien de concerts. Mais après, c'est bien de faire autre chose. Et ensuite, après, il y a Balaké Sissoko, qui était un musicien que j'adore, mais qui m'a, en 2009, même, non, avant, je dis 2003 par là, enfin, à l'époque où je jouais encore avec Mathieu, il m'a dit ouais, j'aimerais bien qu'on essaie quelque chose ensemble. Et en fait, pareil, avec ce projet-là, on a voyagé dans le monde entier, quoi. Juste à deux violoncelles Cora, et c'était vraiment. Et on continue à jouer, là, on a toujours des projets. Enfin, là, on joue avec Vincent Perrani et Mine Parisien à 4, et c'est toujours un bonheur. Et donc, j'aime bien dans ma vie avoir des périodes, je suis toujours fidèle avec les gens avec qui je travaille, mais j'ai certaines périodes où je fais une croix en disant là, je fais autre chose maintenant. Et c'est vrai que la chanson française, j'en ai plus fait après. J'ai beaucoup accompagné, mais des gens que j'aimais bien. C'est-à-dire, j'ai produit. En plus, j'ai réalisé les albums. C'est-à-dire que je m'occupais de. Quand je travaillais avec un artiste à l'époque, il me demandait de m'occuper de tout. Quand on travaille à l'époque sur les albums, ça c'est ce que j'ai beaucoup aussi appris pas mal avec Mathieu Chédid. Parce qu'en fait, avant Mathieu Chédid, j'avais surtout été en tournée avec par exemple Nana Vasconcelos, qui était un grand percussionniste brésilien avec qui j'ai travaillé d'abord à New York quand il y avait la dictature au Brésil et que lui-même ne pouvait pas vraiment être au Brésil. Et ensuite, on était beaucoup au Brésil. Et c'est là où j'ai commencé à enregistrer, à jouer, à accompagner aussi du chant. Mais quand je suis revenu en France, on avait plutôt des groupes expérimentaux de jazz avec Cyril Atef, donc qui est devenu un batteur très important, puisqu'on a quand même enregistré Jeudi M, ces trucs-là, ensemble, à trois. Et avec Mathieu, c'est la première fois où j'ai compris ce que j'aimais dans l'atmosphère d'un studio d'enregistrement, comment j'aimais travailler. C'était un peu différent de ce que faisaient les rockers en général, puisque j'avais tendance à avoir une oreille de musicien classique, donc j'aimais bien les dynamiques. J'aimais bien jouer pas trop fort et jouer fort à des moments, mais toujours redescendre, ce qu'on a fait toujours à nos concerts. Si tu regardes les concerts de Mathieu de l'époque, c'était vraiment des concerts où il y avait beaucoup plus de dynamique. On faisait des nuances assez extrêmes, pianissimo et fortissimo. Et cette expérience a fait qu'après, j'étais chez Tôt ou Tard, un label de chansons françaises. Et donc, ils m'ont dit d'abord, est-ce que tu veux t'occuper d'une jeune chanteuse qui s'appelle Jeanne Chéral. Et donc, j'ai réalisé cet album qui s'appelle 12 fois par an. Et je suis très content. C'est un album qui a eu un grand succès. Et j'étais très content de l'atmosphère qu'il y a dans l'album. Je regrette pas de l'avoir fait encore aujourd'hui. Du coup, ça m'a renvoyé à travailler pour d'autres personnes. Franck Monet, Brigitte Fontaine, Georges Moustaki, puis plein d'autres, mais je ne me souviens pas de tout. Et en même temps, à la même période où je faisais ça, j'enregistrais, mais là pas comme réalisateur, mais comme violoncelliste pour beaucoup de chanteurs africains ou brésiliens, comme Cesaria Evora, comme Salif Keita, comme Carlinhos Brown.
Et tout ceci, ça m'a beaucoup servi dans ma façon de jouer du violoncelle, c'est sûr. C'est-à-dire, quand j'accompagnais Césaria Evora, ben, j'apprenais à jouer dans un style capverdien. Et quand je jouais capverdien, ben, des fois, pour une musique de film, on me disait ah, ce serait bien qu'il y ait un style un peu lusophone. Mais... Et là, je jouais, le type disait ah, mais c'est parfait. Et je disais ouais, mais je connais. Et donc, si la personne me dit ouais, je voudrais que tu joues dans un style un peu punk ou un peu. Comme j'ai fait beaucoup de hip-hop, énormément de rap. Bah, du coup, pour moi, le hip-hop, c'est pas un problème. Enfin, si quelqu'un me dit, voilà, je voudrais un truc comme ça, comme c'est dans ma culture générale. Donc, et encore aujourd'hui, je m'intéresse à. Enfin, je fais pas. Pour moi, c'est des formes. C'est un peu comme, comme dans l'histoire de la musique, c'est des formes. C'est des styles, c'est des modes, c'est des trucs d'époque. Alors, il y a des choses très bonnes, des choses très mauvaises. Des fois, tu participes à des projets, tu te dis oui, bon, c'est moyen. Mais j'ai jamais fait de choses comme, par exemple, beaucoup de musiciens classiques, ils font des séances, mais ils savent pas ce qu'ils jouent, ils viennent, ils prennent de l'argent et puis ils s'en vont. J'ai jamais fait ça. De toute ma vie, j'ai jamais fait ça. C'est-à-dire, je choisis avec qui je travaille, et où je le fais, où je le fais pas, mais je le fais parce que j'aime bien et je sais ce que je fais, quoi. Là, par exemple, j'ai fait un truc complètement anecdotique pour un groupe qui s'appelle Justice. Ils viennent d'avoir un Grammy avec ce disque-là. Mais quand je fais cette séance-là, je regarde ce qu'ils font et je regarde qui produit. Là, c'était Vincent Torel, qui est un ami producteur. Si je le fais avec Justice, c'est que ça m'intéresse, sinon je le fais pas, quoi. J'ai beaucoup travaillé avec DJ Mehdi, ils ont sorti tout ce documentaire sur Arte, parce qu'il est mort très jeune. J'ai énormément travaillé avec Mehdi, mais je m'entendais hyper bien avec lui. C'était pas un truc de travail. Ça n'a jamais été un truc de. Même avec Mathieu, j'avais l'impression. En fait, de ma vie, j'ai jamais vraiment travaillé. En fait. Pour dire la vérité, j'ai jamais eu un métier. Tu vis avec, tu gagnes de l'argent, tant mieux, mais j'ai jamais fait un truc alimentaire, en fait. Jamais. Ça, c'est une chance, mais tellement. Tous les jours, je suis vraiment content de ce parcours, en tout cas. D'être super indépendant, quoi. Jamais d'employeur hyper libre. Et toujours avec cette espèce de truc monacal. Ici, tu vois, cette pièce, pour moi, c'est hyper. J'ai la chance d'avoir une pièce où je peux travailler tranquille. En fait, ce que je préfère, c'est être là, à écouter des disques ou à jouer, tout seul. C'est ce que j'aime. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Ben, de rien. Merci pour ton Merci partage. Jeanne, et ben, j'espère que ça donnera des idées à des jeunes violoncellistes. Bah, je pense, oui. Puis merci de partager toute ta carrière et puis aussi tous Les les petits exemples. exemples, ouais, c'est pas mal. C'est super inspirant. Oui, puis Vraiment. ça peut donner des idées, quoi. Bah écoute Vincent, merci beaucoup pour avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de ton temps et c'était vraiment passionnant. Et puis bah écoute, je te souhaite une très bonne continuation pour la suite de tes nombreux projets. Merci Jeanne, et ben, bonne chance pour. Mais je suis sûr que tous les violoncellistes qui suivent ces cours et qui regardent les interviews apprennent énormément de choses. En fait, c'est quand même moi, je trouve un super bon moyen d'avoir de la proximité dans le numérique. Voilà. Ben, merci beaucoup. Et puis bah, quant à vous, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser comme d'habitude sous cette vidéo dans les commentaires. On sera ravis de vous répondre. Ciao à tous!